Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue dans Fait de la télé, numéro bien spécial de ce mardi. Très heureux de vous retrouver. Toutes nos excuses pour ce léger retard, mais ne vous inquiétez pas, on est là pour les 60 bonnes minutes à se partager ensemble dans ce programme. Et spécialement aujourd'hui, nous avons un invité aussi bien spécial. Vous allez le découvrir dans un instant. D'abord, bonjour Jacques. Bonjour à vous, bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, tout va. Super, voilà. Ça fait plaisir. Oui. Allez, Chimène, bonsoir, comment ça va? Bonsoir Magla, bonsoir à tout le monde et bon après-midi à tous nos téléspectateurs. Kevin? Oui, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. En tout cas, bienvenue à cette émission très spéciale. Merci. Voilà, donc nous aurons un seul sujet, la candidature du docteur Aubin Atnaton. Où en est-on? Il est sur ce plateau pour nous en parler. C'est tout un honneur, en tout cas pour nous, de l'avoir avec nous. Bonsoir, docteur. Bonsoir, et je dis également bonsoir à toute la population togolaise, à toute la jeunesse togolaise, à tous les acteurs politiques et évidemment à nos mamans dans le marché, dans les champs, un peu partout. Bonsoir et bonne année à vous tous. Merci d'avoir accepté notre invitation pour partager donc ces moments sur la télévision togolaise avec nous et en même temps avec les téléspectateurs. Et je l'ai dit tantôt, vous êtes donc Dr Kodjovi Atnaton, leader de la nouvelle vision, président de Togolese Foundation. On vous a connu avec cette casquette. Et puis vous avez également voulu briguer à la magistrature suprême de notre pays, candidat donc, mais à la dernière minute, votre candidature a été invalidée. On va en parler tout à l'heure. Jacques, vous plantez le décor. Oui, pour planter le décor, il faut savoir que c'est une nouvelle vision qu'il veut apporter, une nouvelle vision qui s'apparente... Ou qu'il a voulu apporter. Oui, bon, en tout cas, qu'il présente et qui visiblement s'apparente également à la nouvelle vision que présente également. On a presque deux listes, une nouvelle vision. Dans quelques jours, il y aura élection également à la FTF, nouvelle vision. Ici également, il amène une nouvelle vision. On verra ce qu'il en est concrètement par rapport à sa candidature à la présidentielle, parce qu'on le dit, au départ, ils étaient 10. Après, on nous dit que c'est 9. Maintenant, on nous dit également qu'ils sont maintenant 7. En tout cas, à un certain moment, il faudrait qu'il puisse véritablement nous expliquer déjà les fondements de sa présidentielle et de sa candidature, et puis après la suite est véritablement si vraiment la course est encore en cours ou si elle s'est arrêtée et tout cela. On va suivre donc cet élément qui plante le décor et puis on revient. Le 22 février prochain, les Togolais se préparent pour l'élection présidentielle. Des 10 candidats, 2 ont vu leur dossier invalidé par la Commission électorale nationale indépendante, Innocent Kagbara et Dr Obinton. Un coup d'arrêt pour celui qui voulait proposer une nouvelle vision au Togo. Notre plus grande recommandation pour vous tous est de vous ressaisir et de changer d'attitude et de conduite, en vous mettant plutôt au service de la nation et surtout de la jeunesse plus que jamais. À la tête du mouvement associatif Novi, Dr Obinton avait dévoilé depuis 2016 son ambition de briguer la magistrature suprême en 2020. Passionné d'art et de culture, il a su s'entourer de jeunes.
Quelle suite pour cette économiste analyste, expert en administration et leadership? Le fondateur de Togolese Foundation est l'invité du jour. C'est notre invité de ce mardi, Dr Robin Ton. Déjà, dites-nous ce qui a motivé, ou ce qui vous a motivé à vouloir briguer à la magistrature suprême du Togo. Merci pour la question. Je dirais que mon ambition, bien ma mission de m'engager politiquement ne date pas d'aujourd'hui. Oui, beaucoup, bien plusieurs Togolais m'ont connu à travers la Togolese Foundation. Et à un moment donné, les gens se sont posé la question de savoir si on a changé de casquette ou pas. Et j'expliquais qu'au fait, c'est l'évolution de la Togolese Foundation qui a donné naissance à la nouvelle vision. Et ce n'est que la passion que j'ai depuis longtemps à servir ma nation, à aider ma génération, qui m'a poussé d'abord à créer la Togolese Foundation et arriver à un moment à chercher l'outil indispensable parce que cette ambition, cette mission puisse être partagée par tous et puis puisse aider les autres également à en profiter. Donc la nouvelle vision au fait découle de la même vision que nous avions eue à travers la Togolese Foundation, qui n'est rien d'autre que se mettre au service de sa génération, d'apporter, d'échanger avec mes collègues, mes jeunes frères et sœurs, ce que j'ai comme connaissance, ce que j'ai appris de l'autre côté, pour aussi changer le Togo et créer un Togo qui sera un Togo de dignité de tous les fils et de toutes les filles de la nation. Donc je dirais simplement quand même que l'engagement politique a pris sa source suite au fait à la réalité politique que nous vivons au Togo. Parce qu'arrivé un moment, j'ai constaté sur le terrain que l'envol à travers la Togolese Foundation était plafonné par une situation politique qui pourra se faire comprendre par la coexistence de deux blocs politiques, l'un dans une dynamique de maintien de pouvoir, l'autre dans une dynamique de recherche de pouvoir à tout prix. Mais j'ai compris quand même que dans tout pays, il y a ceux qui sont au pouvoir, qui veulent maintenir, et ceux qui recherchent le pouvoir. Et là, vous vous positionnez à quel niveau entre les deux courants? Bon, je suis togolais, donc les deux courants sont au Togo, je suis pour le Togo. Donc je veux que tous ces deux courants également puissent bénéficier de mon expertise, de ce que j'ai. Donc je ne me positionne pas d'un côté ou de l'autre, je suis pour le peuple et je suis pour tout le monde. Que vous soyez de la gauche, de la droite, je suis pour vous. Donc je dirais que la relation qui existait entre les deux blocs était une relation rigidement tendue qui ne permettait pas qu'une politique soit vraiment exercée sur le terrain. Ce que je voudrais dire par là, c'est que il y a la relation entre les deux blocs fait que ce que nous recherchons comme une alternance est vu comme un outil ou bien un danger contre un camp ou bien un moyen pour se venger contre l'autre, au point où les deux camps se sont positionnés d'une manière rigidement tendue et ne donnent plus la chance à la jeunesse togolaise. Or, la jeunesse togolaise a besoin de quoi? Nous avons des jeunes qui ont appris des métiers, qui sont partis à l'école, qui ont des compétences, qui ont des diplômes, mais qui sont à la maison. Donc il faudrait quand même trouver d'opportunités à cette jeunesse. Donc pour moi, d'abord redéfinir la crise togolaise était importante pour moi. Parce que quand je voyais la situation politique, tout ce que les gens définissaient comme crise, c'est la recherche de l'alternance. Or, le peuple togolais, la jeunesse que je connais, la jeunesse que j'ai vécue, pour nous, ce qui est plus important, c'est d'avoir des opportunités d'emploi et d'investissement, de vivre sur un territoire qui nous inspire confiance et sécurité, et également d'être dans un système qui nous encourage non seulement à rêver, mais aussi de réaliser nos rêves. Donc c'est cela qui m'a poussé au fait à me dire que non, il faudrait l'émergence d'un nouveau leadership. Un nouveau leadership qui ne fera pas la chasse à l'homme, mais qui fera plutôt de tous les acteurs politiques des leaders, des partenaires de développement autour d'un projet spécifique. Donc c'est de là que je me suis dit non, pour notre jeunesse, il faut l'engagement, il faut l'émergence d'un nouveau leadership qui ne fait pas au fait la différence entre celui du Nord, celui du Sud, qui ne fait pas la différence entre celui-là de tel parti, mais qui plutôt rassemble toutes les énergies autour d'un réel programme qui donnera solution à notre jeunesse. Et je me suis dit non,
Il faudrait que je porte la casquette. Et depuis 2016, suite à cette analyse, j'ai déclaré à la presse togolaise qu'en 2020, par la grâce de Dieu, je serai candidat et président de la République togolaise. Très bien. Et en tout cas, on sent en vous quelqu'un qui veut aider cette jeunesse. Mais vous pouvez être au service de vos concitoyens sans forcément vous engager dans la sphère politique. Justement, j'ai été, je suis et je serai. Être au service, c'est bien. Mais si je reviens par exemple des États-Unis, j'arrive à former 300 élèves. Mais si j'ai un outil qui me permettra au-delà de former 300, de former tous les élèves, d'apporter un plus à nos mamans, d'aider les retraités, d'aider les agriculteurs, vous ne voyez pas que ce serait mieux? Donc c'est pas que je me suis dit non, j'arrête tout ce que j'ai commencé à faire et je vais avoir le pouvoir avant de le faire. Et vous allez voir que tout récemment à la rentrée scolaire, même nous sommes dans une course politique, néanmoins j'ai mis mon expertise en tant qu'enseignant et chef de département au profit de la jeunesse togolaise. J'ai fait des séances de formation aux jeunes étudiants qui a même abouti au partage de bourses d'études jusqu'à une valeur de 36 500 000. J'ai formé les enseignants à Atakpamé à la rentrée. J'ai fait tellement de choses et je continue à le faire, même sans le pouvoir. Mais aujourd'hui, la magistrature suprême pour moi se révèle comme l'outil indispensable pour que ce que j'ai en moi puisse bénéficier à toute la jeunesse togolaise et aider à créer le Togo de nos rêves. C'est pourquoi je m'engage. Justement, vous avez pris cet engagement depuis 2016 de vous lancer dans cette course-là et de devenir président, mais in fine, un rêve brisé, on va dire? Pas du tout. Parce que nous ne sommes pas encore au 22 ou 23 février. Tout est possible. Aujourd'hui, vous allez voir, oui, on a dit la candidature de Dr Ton est invalidée pour le moment. Oui, par la Cour constitutionnelle. Oui, donc. Et puis quand cette Cour rend, en tout cas, sa décision, c'est terminé. Il faut comprendre les choses. Comment est-ce que la Cour fonctionne? La Cour a fait un travail. La Cour même n'a pas encore statué sur le fait. Et la Cour prévoit, je comprends quand les gens disent il n'y a pas de recours pour une Cour constitutionnelle. Parce que le recours, au fait, c'est d'aller à une institution supérieure. Mais quand la Cour étant suprême. Donc quand la Cour fait peut-être des erreurs ou bien fait rend un verdict par rapport aux éléments qu'elle a reçus, et ces éléments ne sont pas fondés, la Cour elle-même a prévu l'opportunité de faire des requêtes et de voir s'il y a possibilité d'arranger les choses. Parce que la Cour est là pour nous les citoyens. Donc je pense quand même que ce n'est pas tard. C'est pourquoi même j'ai déposé ma requête par rapport à cela. Parce que la raison pour laquelle il semblerait que ma candidature est pour le moment invalidée, c'est que en tant que candidat indépendant, je devrais fournir des signatures au support. On vous l'a notifié clairement. On vous l'a notifié clairement. Oui, clairement, dans le dossier, dans le rapport de la Cour constitutionnelle. Mais ce qui est, c'est que la Cour nous a dit qu'elle a reçu 3186 signatures et qu'après analyse, nous n'avons pu obtenir que 200 dans 6 préfectures. Alors qu'à la CENI, nous leur avons donné 5222 signatures. Donc là, il reste encore 2036 signatures qui ne sont pas encore évaluées. Donc pour nous, c'est que tout est encore possible parce que je ne vois même pas une Cour, je ne dirais même pas que la Cour a fait d'erreur pour le moment parce que la Cour s'est basée sur 3000 signatures et a rendu sa décision. Mais si les 2000 autres signatures qui sont reconnues par la CENI avoir été reçues sont remises à la Cour, je pense que la Cour étant là pour tous les citoyens, étant là pour pouvoir jouer son rôle pleinement, pour dire la loi, reviendrait à cela et va restaurer la candidature du prochain président de la République. Donc pour l'instant vous y croyez, hein? Oui, j'y crois fermement. J'y crois fermement parce que les éléments sont là. Ce n'est pas qu'on m'a demandé quelque chose que je suis en train de chercher parce que la CENI c'est notre institution. La CENI est l'institution qui est chargée de recevoir. Parce que pour moi, si la CENI par hasard n'arrive pas à compter 5222 signatures, alors qu'elle a pour responsabilité de compter les élections dans tout un pays, ce serait grave. Donc c'est pourquoi je me suis dit non,
ce n'est pas la peine de diaboliser nos institutions que nous sommes tenus à diriger un jour. Mais pourtant, reconnaissons que la perfection n'est pas de ce monde. Donc tout ce que je demande humblement, suivant la loi, suivant la logique des choses, allons vers nos institutions et demandons-les de revoir la situation. Je suis certain qu'ils sont déjà à l'œuvre en travaillant sur ça pour voir ce qui n'a pas marché et refaire les choses déjà même avant mercredi, demain 16h. Donc voilà mon souhait. Pour l'instant, on a interrogé quelques concitoyens, s'ils comprennent en tout cas les raisons qui ont poussé la Cour constitutionnelle à rejeter votre candidature et celle de Innocent Kagbara. Eh bien, ils sont prononcés au micro de Kevin. On suit et on revient. Pour faire 2 candidats en liste, peut-être que leurs dossiers sont incomplets ou bien ils ne remplissent pas toutes les conditions qu'il faut pour accéder à la candidature. Donc, compte tenu de certaines circonstances, bon, Kagbara, son papa était allé, le petit Kagbara, lui, vient d'arriver. Donc, compte tenu de certaines situations, on peut les écarter pour pouvoir concentrer mieux les voix aussi. On voit M. Thor, lui, bon, il fait l'effet social, il aide les gens, bon, on a entendu parler de lui. Bon, peut-être qu'avec le temps, lui aussi, il sera bien dans la course, mais moi, je pense que, bon, pour le moment, bon, si on les écarte, bon, c'est pas si mal que ça. Voilà. Je pense que c'est simplement qu'ils ne sont pas aptes à aller à la présidentielle. C'est pour ça qu'ils ont fait un rejet. Le rejet de candidature de ces 2 personnalités, c'est le manque des dossiers ou bien les dossiers sont incomplets. Pour le rejet de leur candidature, ils n'ont pas rempli les conditions, c'est-à-dire leurs dossiers ne sont pas complets. Peut-être c'est à cause de ces choses qu'on a rejeté leur candidature. Oui, je ne suis pas surpris, d'autant puisque il faudrait que la population soit éclairée sur cette situation. Tout à fait. Voilà pourquoi nous avons tenu à vous inviter. Au Binton a respecté tout. On nous a demandé minimum 200 signatures dans au moins 10 préfectures. Très bien. Kodjo-Vuitton a fourni 18 préfectures, dont 13 ont dépassé les 200. Donc à la date d'aujourd'hui, peu importe, parce que j'ai même considéré la marge d'erreur jusqu'à 10 à 15% au cas où. Donc si aujourd'hui on nous dit que nous n'avons pas respecté la loi, alors je crois qu'il y a un problème. Parce que c'est pourquoi je me dis, pour le moment, je ne me dis pas qu'ils ont tellement fait erreur, mais je pense qu'il y a toujours le temps de corriger, parce que ce serait grave, par exemple, si aujourd'hui on nous dit sur les... qu'ils ne puissent pas vérifier les choses. Si tu as peut-être oublié de mettre quelque chose à sa place, on peut l'appeler erreur. Pour certains, on peut l'appeler oubli. Donc moi je dis pour le moment, je dis toujours que nous devons protéger notre pays, protéger nos institutions. Donc il n'est pas, parce que les jeunes ambassadeurs, la jeunesse vraiment, était vraiment énervée et voulait être déchaînée. Mais nous ne sommes pas dans cette dynamique de voir encore de la population dans les rues et autres. Ce que nous voulons, c'est que les tests soient respectés. Donc ce que je devrais faire, j'ai commencé à le faire. J'ai saisi la Cour, j'ai saisi la CENI, j'ai informé les diplomaties et autres. Donc je pense quand même que quelque chose sera fait pour pouvoir vite corriger cela. Donc je tiens à rappeler à la population togolaise un peu partout que Dr Thon, je connais la loi, je connais le code électoral et je connais la constitution. Et depuis que je me suis engagé, je me suis apprêté et soigneusement, j'ai rempli ce qu'il devrait être rempli pour que je sois dans les normes. Et j'ai même prévu des cas où ça veut dire que j'ai même je suis allé un peu même au-delà de ce qui est demandé comme minimum afin de pouvoir être même dans les marges d'erreur de plus de 10%. Donc si aujourd'hui on va revenir nous dire d'abord numéro 1 qu'ils n'ont pas retrouvé 5222 signatures alors que devant nous 4 personnes ont compté un par un jusqu'à revisiter même l'affiche, le récapitulatif que nous les avons donné parce qu'on a tout placé, tout en ordre et ils ont reconnu qu'ils ont même reçu plus de 5000 signatures alors que voilà. C'est ça. Bon, il y a Mathiran
qui nous écrit. Vous l'avez dit, vous êtes prêt à répondre à toutes les questions. Et là, c'est une contribution, je crois. Il dit Atma, c'est ambitieux ta vision politique pour le Togo. Je t'encourage car ce n'est pas encore un échec, dit Mathiran. Voilà. Merci. Donc, il faut reconnaître que la politique togolaise de nos jours est une politique de business où tout le monde fait semblant de lutter contre le pouvoir en place, mais qui profite pour manger chez le même régime. Bon début de carrière politique pour toi et que tes actions ne soient pas comme celles de tes prédécesseurs. Demain, il fera beau, dis-le. Il s'appelle Honoré. Voilà. Okay. Vous voulez réagir? Oui, merci aux deux intervenants. Je pense quand même qu'il est aussi important de faire une différence entre celui-là qui est Kodjoviton, qui est là pour s'engager politiquement en tant que quelqu'un qui veut être politicien, et celui-là qui recherche au fait l'outil politique pour continuer sa mission de développement. Je ne suis pas politicien et je ne le serai pas, même avec le pouvoir, parce que pour moi, la magistrature suprême aujourd'hui, c'est au fait un instrument de catalyseur pour le développement que je veux. Je veux voir un pays où le jeune Togolais ne définira plus le succès par l'obtention d'un visa américain. Je veux voir un Togo où, quand vous avez un visa même pour partir à l'extérieur, vous dites que non, je ne peux pas parce que j'ai beaucoup de commandes. Je veux voir un Togo où le jeune Togolais, lorsqu'il a été peut-être touché par un autre, c'est pas parce qu'il est le fils d'un cultivateur que son verdict sera autrement. Je vois un Togo où un entrepreneur pourra avoir des opportunités d'alimenter son entreprise. Un Togo où nos mamans, qui jadis étaient les fondamentaux, étaient les socles de notre économie, revoir vraiment des activités et aller au marché revenir parce qu'elles ont fait des chiffres d'affaires très contentes. Donc voilà le Togo que je veux qu'on construise ensemble. Donc pour moi, ce n'est pas au fait de la lutte pour le pouvoir qui est le problème. C'est que faire de ce pouvoir un outil qui va nous aider à construire un pays. C'est pourquoi je ne viens pas sans programme. J'ai un programme très détaillé qui me permettra à chaque instant de pouvoir satisfaire le besoin de ma jeunesse. Oui, docteur, vous venez avec un mouvement et non un parti politique qui s'apparente un peu à ce qui s'est passé dans d'autres pays, notamment au Bénin où Patrice Talon est venu sans un parti politique, ou en France le président n'est pas venu avec un parti politique. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on est déjà en train de passer un peu outre l'étape des partis politiques? Oui, je pense que le résultat nous dit beaucoup sur les luttes politiques. Parce que les luttes politiques, en fin de compte, ne font que nous diviser. Aujourd'hui, dans des quartiers, il y a les gens qui ne se parlent plus parce que vous êtes de ce parti, moi je suis de ce parti. Donc, la lutte politique en Afrique, et surtout au Togo, est une lutte qui, au fait, est basée sur le mot opposition. Moi, je dis, normalement, en Afrique, on doit même changer le mot opposant. Parce que quand on dit vous êtes opposant, même quand le régime propose quelque chose qui est bon, vous devez être opposé à cela. Mais en France, on dit la gauche et la droite parce qu'on a besoin des deux mains. Aux États-Unis, les républicains et les démocrates. Mais en Afrique, on dit l'homme fort. Et l'homme fort croit qu'il est Dieu. Et on dit opposant. Et l'opposant s'oppose à tout. Même quand il dit ça ira mieux, il va s'opposer avant de savoir ce que tu as dit. Donc c'est important quand même de comprendre que être opposant, au fait, le mot, bon, on l'utilise. Être opposant ne veut pas dire que nous sommes des ennemis. Donc moi, je pense que nous devons dépasser cela. Pourquoi? Parce que les résultats des politiques sont devant nous. On lance un appel, par exemple, par le ministère de l'Agriculture. Vous êtes opposant ou bien vous êtes d'un parti politique de l'opposition. Vous ne voulez même pas tenter. Pourquoi? Parce que vous dites que bon, ça c'est pour les gens d'unir. À un moment donné, il faudrait rééduquer la population. Donc, en tant que mouvement, ça me donne le libre cours de pouvoir intervenir dans la vie de n'importe qui pour lui dire non. Quand c'est lancé par l'État, ça ne veut pas dire que c'est lancé par un parti politique. Est-ce que vous avez déjà essayé? Donc, je pense quand même qu'il est temps de dépasser les clivages politiques et d'aller vraiment vers les réformateurs de nos peuples. Des gens qui peuvent transformer nos populations. Donc, c'est important. C'est pourquoi j'ai opté pour un mouvement et non un parti politique, parce que je veux quand même être en mesure d'apporter mon plus à un citoyen ou bien à quelqu'un d'un mouvement, mais d'un parti politique
de la gauche ou bien de la droite. Je veux être aussi un outil pour n'importe qui. C'est pourquoi j'ai opté pour cela. Et c'est ce que je vois venir dans le monde parce que les politiques ont montré leurs limites. Très bien. Jusqu'à l'heure où nous présentons cette émission, vous y croyez toujours. Mais s'il advenait que demain, l'invalidation de votre candidature à consommer, vous ferez quoi? J'ai toujours appris aux jeunes Togolais dans les formations une stratégie que j'ai dénommée la stratégie 4-3-2-1 du docteur Ton. Et ça commence toujours par la finalité. C'est souvent au football. 4-3-2. La stratégie 4-3-2-1, ça commence avec la finalité, les ressources dont vous avez besoin, les ressources dont vous disposez, et la stratégie qui transforme les ressources dont vous disposez en ressources dont vous avez besoin pour atteindre la finalité. Donc ce que je voudrais dire par là, c'est que tu commences déjà en sachant où tu vas. Donc si aujourd'hui les gens me demandent qu'est-ce que j'ai comme plan B ou si ça ne marche pas, d'abord ça ne marche pas n'est pas ma finalité. Je ne l'ai même pas encore en idée pour pouvoir commencer à se dire comment je vais faire après cela. Je suis quand même rassuré et au-delà de tout, pour ceux qui le croient, je dis toute seigneurie vient de la divinité. Si tu es appelé à l'être, tu le sauras. Peu importe la cour constitutionnelle, j'ai toujours dit qu'il y a une cour céleste. Parce qu'après tout, si les gens se disent non, il faut laisser Dieu de côté, pourquoi notre constitution comporte Dieu? Pourquoi aux États-Unis on doit mettre la main sur la Bible quand on est président? Donc je pense quand même que nous ne devons pas enlever le côté divin de la chose. Donc j'y crois, c'est pourquoi je fais un coup de maître en mettant mon énergie là où ça doit être. Donc pour le plan B, j'aviserai lorsque la situation va se créer. Très bien. Voilà. Quelques messages avant de poursuivre. Docteur Aubin-Ton, je rappelle que voilà, vous êtes là sur ce plateau pour parler de l'invalidation ou non de votre candidature. Il y a encore de l'espoir quand on vous entend, quand on vous écoute. Voilà. Il y a Lawan Fousseni qui nous écrit de la Suisse. Il dit les salutations cordiales aux candidats de la jeunesse. Toute la diaspora et la jeunesse te soutiennent. Voilà, c'est ce que Lawan Fousseni depuis la Suisse. Voilà. Bonsoir, juste encourager Ton et savoir s'il sera toujours dans la course ou pas. Il s'appelle Germain. On peut aller directement. Voilà. Oui. Vous voulez réagir directement comme ça. Voilà. D'accord. Donc, oui. Être dans la course ou non, voilà. Mon désir, ma foi me confirme que j'y serai. Donc le reste, c'est à nos institutions de revoir la situation rapidement. Que le docteur Ton, que nous apprécions aussi patiente, car après les mandats de fort, je crois fermement qu'il bénéficiera de mon vote, dit-il. Bon, je ne sais pas. Après les mandats de fort, justement, je suis dans la même lignée, parce que Fort a déjà fait 3 mandats. Il n'attend que Kodjovi Aubin-Ton pour pouvoir aussi vivre heureux. Bah, il y a une meilleure vie après le pouvoir. Kodjovi viendra succéder à Kodjo alors. Mais justement, je suis certain que c'est ce qu'il attendait depuis, parce qu'il a travaillé, il a mis toute sa jeunesse à contribution de ce peuple. Il faudrait quand même lui donner la chance de vivre le reste de sa vie bonnement. Donc, il n'a qu'à savoir que Kodjovi Ton est prêt, donc il est temps, il pourra s'en aller. La Constitution lui permet de continuer. Oui, ça lui permet, je ne le dis pas qu'il doit partir de force. Très bien. Mais s'il décide aujourd'hui qu'il a trouvé quelqu'un et puis il doit être libéré, parce que moi je vois la magistrature suprême, ce n'est pas au fait un terrain où tout va bien. Non, c'est un champ de travail, c'est un champ de bataille. Très bien. Bonsoir, je tiens à encourager Dr Kodjovi Ton pour la vision qu'il implémente dans la jeunesse togolaise dans son ensemble. J'ai épousé l'idéologie et je me suis engagé pour être son parolier. Tous les ambassadeurs de Dr Ton nourrissent l'espoir de vous voir par la grâce de Dieu à la tête de notre cher pays. Ce qui est écrit, dit-il. Kossi Peka.
s'il arrivait que la requête reste invalide, ton appellera à voter qui? Bon, c'est la question que nous allons lui poser tout à l'heure, mais ne vous inquiétez pas, on y reviendra. Voilà. Vous faites bien d'anticiper. J'aime bien les idées avancées par le candidat, bien naturellement, espérons que sa requête soit prise en compte par la Cour constitutionnelle, vu que la CENI, elle, a déjà validé sa candidature, c'est ça? Oui, puisque si la personne a dit cela, c'est parce que au niveau de la CENI, c'est important de... Nadia David, ingénieur télécom. Ils sont très nombreux à écrire. Non, je voulais ajouter quelque chose à un commentaire de l'autre là. Parce que si aujourd'hui un Togolais dit que la CENI a déjà validé la candidature de Dr Ton, la personne a bien vu. Parce que normalement, dans les démarches, nous devons déposer nos dossiers. Ces dossiers doivent être étudiés par la CENI, envoyés à l'administration territoriale, revenir à la CENI et passer à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle fait son travail et maintenant dit, voilà les candidats qui sont sur la liste. Et ces candidats vont aller payer la caution et revenir et prendre un reçu définitif. Et le reçu définitif dit de toi quand même que tu es candidat officiel. Aujourd'hui, Kodjo Viton a déjà le reçu définitif. Maintenant, sur quelle base on me dit que je ne suis pas candidat? Parce que ces institutions sont des institutions qui suivent la loi. J'ai un reçu définitif, Togolais, j'ai un reçu définitif en tant que candidat aux élections présidentielles dont le premier tour est fixé sur le 22 février. Maintenant, sur quelle base légale on me dira que je ne suis pas candidat? Quelqu'un semble connaître les vraies raisons. Il dit, bon ça, je pense que le docteur a mal compris la Cour constitutionnelle. Ils ont demandé des signatures supérieures ou égales à 200. Le leader de la nouvelle vision a fourni des signatures qui sont inférieures à 200 dans certaines préfectures. Voilà, ce qu'il nous dit s'appelle Donald Wilson. Oui, je pense quand même qu'il n'a pas suivi parce que j'ai déjà dit que j'ai dépassé, j'ai fourni des signatures dans 13 préfectures qui ont dépassé 200. Le minimum dans ces 13, c'est 220. C'est-à-dire j'ai déjà prévu même avec une marge d'erreur de 10%. Donc 13 préfectures ont des signatures dépassant 200. Donc voilà, donc je suis, en tant qu'un mathématicien, j'ai bien compris ce que la Cour constitutionnelle voudrait dire. S'il dit au moins 200 dans 10 préfectures, ça voudrait dire que ce n'est pas la peine d'aller dans une seule préfecture et ramasser 2000 pour dire que tu as les 2000 signatures. Non, pas du tout. Donc j'ai respecté scrupuleusement la loi et je me suis levé un peu tôt même pour pouvoir faire le travail minutieusement et le faire avec des gens que j'ai formés. Donc ça n'a pas été fait à la hâte. Beaucoup s'intéressent donc à ce sujet, on comprend, c'est tout à fait normal. Parce que je suis le candidat de la jeunesse, le candidat de la diaspora. Les jeunes ont besoin de ça. Les jeunes ont besoin d'une nouvelle ouverture. Ils ont besoin des gens qui n'ont pas d'esprit extrémiste, qui sont là pour pouvoir parler des programmes de société, pour faire des combats d'idées qui vont générer au fait des choses palpables devant nous. Allez, Kodjovi Ton veut sa portion, sans quoi il devrait comprendre que ce qui est un petit arbre ne grandit pas sous un grand arbre. C'est Chérif, vous comprenez? Un petit arbre ne grandit pas sous un grand arbre. Bon, il y a des grands arbres qui donnent naissance aux petits arbres à des moments donnés et qu'on pourra seulement déplacer de côté pour donner vie. Pour que cet arbre là aussi soit devenu un grand arbre. Donc je ne sais pas s'il n'a jamais vu des petits arbres sur les grands arbres, parce que même dans une forêt, tous les arbres ne sont pas aussi grands que cela. Il y a des petits arbres, il y a des grands arbres. Donc pour lui, sa forêt est composée de quoi? Chérif, des arbres de même niveau. Ta forêt est composée, allez, juste vous permettez une petite pause extra publicitaire et puis on revient pour la suite de cette émission. Vous êtes sur la télévision togolaise et vous suivez en fait de la télé. Et nous sommes avec Dr Kodjovi Ton. On revient. ST on the beat, you know, it's Beastie on the hit. J'ai pas eu l'habitude de voir la maman demander alors pas besoin d'un papa. Sur qui compter dans tes congés, une idée en tête, je la réalise, pas besoin qu'on la valide. Je n'attends personne.
Vivez l'événement incontournable de ce début d'année, le groupe Kassav en concert live à Lomé, sous le haut patronage du président de la République, son excellence Faure Esazimna Gnassingbé. Le groupe Kassav fête ses 40 ans à Lomé à travers 2 concerts géants. Le 31 janvier 2020 à l'hôtel 2 février à 19h pour le grand show VIP, entrée 60 000 francs. Et le 1er février, le grand public est convié au stade Omnisport de Lomé à partir de 13h. Avec toute une panoplie d'artistes invités, l'entrée au stade Omnisport de Lomé est libre et gratuite. Les tickets sont disponibles au 00 228 70 23 49 49 ou 96 52 79 79. Concert géant du groupe Kassav à ne pas rater. Voilà, retour donc sur le plateau juste après cette petite pause et juste vous rappeler que le concert du groupe Kassav, en tout cas le concert grand public, est ramené au stade municipal au lieu donc du stade de Kégué. On revient dans le débat avec Dr Kodjovi. Oui, docteur. Ou peut-être Kevin d'abord. Ouais, tu permets Jacques, Kevin. Dans votre développement, docteur Ton, vous avez présenté la politique togolaise en 2 blocs. Le bloc qui maintient le pouvoir et ceux qui sont à la recherche du pouvoir. Le bloc au pouvoir. Voilà, le bloc au pouvoir et le bloc qui recherche le pouvoir. Alors moi, j'aimerais savoir, quelle relation docteur Ton entretient avec les 2 blocs? D'abord, je pense quand même que dans mon développement, un peu partout, vous allez voir que je fais de tous les acteurs des partenaires au développement, des partenaires à ma politique. Donc, je ne me situe pas d'un bloc en jugeant l'autre bloc de mauvais ou pas. Mais je suis certain quand même que pour arriver à résoudre une crise, il faut 3 étapes. La première étape, c'est d'arriver à identifier proprement tous les acteurs impliqués dans la crise. La seconde étape, c'est de savoir la finalité, la raison qui pousse ces acteurs à s'ingérer dans la crise. Et la dernière étape, c'est de trouver une solution résultante pour satisfaire tous ces acteurs. Quand j'ai fait cet exercice, j'ai retrouvé quand même qu'au Togo, il y a 6 grands acteurs qui sont impliqués dans la crise togolaise. Parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe. Ce n'est pas seulement le régime et les leaders de l'opposition. Il y a d'abord le premier acteur, le régime. Le second acteur, les leaders de l'opposition. Troisième acteur, le peuple. Quatrième acteur, la diaspora. Cinquième, les multinationales. Et sixième, la communauté internationale. Au second tour, quand j'ai fait l'analyse au second point, pour le premier acteur, j'ai vu 2 éléments essentiels. C'est la peur du lendemain et la peur de perdre des privilèges. Quand je dis la peur du lendemain, c'est que, oui, on peut accéder à une alternance, mais que cette alternance ne soit pas, au fait, un danger contre une classe donnée. Et puis, bon, quand on dit le privilège, vous savez, l'homme veut être aisément en condition. Donc, voilà le premier acteur. Maintenant, le second acteur, j'ai vu que c'est la soif de l'alternance et qui se justifie quand même par le résultat que nous avons. Oui, nous avons des jeunes qui sont là, nous avons un régime qu'on pense qu'on peut mieux faire. Donc, ces leaders de l'opposition sont à la course de ce pouvoir de l'alternance pour pouvoir faire mieux. Le peuple, le troisième acteur, il est inclus dans cette lutte à cause de 2 raisons. Le peuple a faim et le peuple a besoin de la sécurité. La diaspora, elle est incluse dans cette dynamique à cause de 2 raisons. Le poids économique qui pèse sur la diaspora du fait que la misère s'installe au pays. Parce que tu gagnes là-bas, tu es obligé de tendre ta main vers ta famille alors que ce n'est pas facile à l'extérieur. Le 5e acteur, bon, pour la diaspora, il y a 2 éléments. Ce poids et également le désir de revenir pleinement en toute sécurité, vivre, visiter ou s'installer dans son pays. Donc c'est important. Bon, vous savez, il y a d'autres. Bon, qu'est-ce qui empêche, je dirais, je suis revenu. Il y a d'autres qui n'ont pas eu accès au retour. Bon, on ne va pas aller en arrière, mais vous comprenez, les gens sont partis peut-être pour des raisons politiques, d'autres pour des raisons économiques et autres. Donc ne disons pas que tout est rose. Maintenant, quand on prend le 5e acteur, les multinationales. Les multinationales sont des gens qui ont investi des milliards dans notre pays. Alors que ce que nous voyons venir, c'est qu'il y a un leadership qui démontre que, bon, quand je viens, je changerai tout. Je ne vais pas faire affaire avec qui que ce soit. Donc ces multinationales ont investi des milliards sous nos régimes et veulent d'abord un retour sur investissement et faire de l'intérêt.
Donc si le nouveau leadership ne démontre pas qu'il a au fait la capacité de comprendre ce qu'on appelle la continuité de l'État, ce serait difficile de pouvoir s'engager pour une alternance. Et la communauté internationale, quand moi j'ai fait cette analyse, je me suis dit, quand tu arrives à comprendre qu'il vaut mieux l'injustice que les désordres, tu comprendras ce que la communauté... Par rapport à quoi? Au développement que vous venez de faire. Non, je suis en train de parler des 6 acteurs, donc je ne mets pas le poids sur quelqu'un. Parce que si tu vois la situation économique du pays aujourd'hui, c'est une responsabilité partagée. C'est parce que ceux qui sont au pouvoir et ceux qui veulent le pouvoir n'ont pas au fait une relation politique entre les deux. C'est ça qui fait que les choses ne marchent pas comme ça devraient marcher. Au fait, la politique, c'est une bonne chose pour l'évolution d'un pays. Parce que quand vous êtes au pouvoir, je suis en train de vous observer pour voir ce que vous ne faites pas bien. Je propose un meilleur programme pour que je puisse présenter ça au peuple et le peuple ait confiance en moi de je serai président. Lorsque je serai là, la perfection n'est pas de ce monde. L'autre aussi va voir ce que je n'ai pas pu faire et aussi proposer un meilleur programme. Donc la politique, au fait évoluer le peuple. Or, ici, la politique fait arrêter même le minimum de développement que nous voulons avoir. Donc c'est après cette analyse-là que je me suis dit, non, tous ces acteurs, au fait, doivent trouver une solution. Donc pour trouver la solution, il faut un leader solution. Et ce leader solution, c'est celui-là qui prône ce qu'on appelle l'alternance productive. Parce que oui, tout le monde crie, faisons tout pour avoir l'alternance. Mais faisons attention, il y a deux types d'alternance. Il y a une alternance violente et une alternance productive. Quand l'alternance violente arrive, c'est-à-dire on peut l'avoir par soulèvement populaire, on peut l'avoir par force, on peut l'avoir par autre chose, vous voyez que cette alternance n'arrivera pas à produire vraiment le résultat au peuple. Ça peut produire le résultat aux leaders politiques. Alors que l'alternance, au fait, solution, c'est celle-là qui est d'abord démocratique, c'est celle-là qui est pacifique et c'est celle-là qui est productive. Et vous vous inscrivez dans laquelle, justement? Non, justement, la nouvelle vision doit être dans l'alternance qui doit être productive pour ma population. C'est pourquoi j'ai dit la dernière fois que même le peuple, quand je reviens d'une manière pointue à sa question, au niveau des leaders de l'opposition, je m'approche, et je me suis même approché même de la dynamique de Monseigneur Baudreau. Au niveau du régime, je m'approche toujours là où je peux. La dernière fois, j'étais au ministère de l'administration territoriale avec le ministre Boupeti. J'étais à la CENI pour visiter les locaux de nos institutions. Donc, et puis sur les chaînes, mais je m'approche tant que je peux à ces institutions pour que les gens voient que l'alternance que la nouvelle vision est en train de réclamer n'est pas celle-là qui sera utilisée contre quelqu'un, mais celle-là autour de laquelle tous ces 6 acteurs vont amener leur savoir-faire pour résoudre le problème de notre génération. Voilà, donc s'il advenait donc que votre candidature soit invalidée après... Invalidée, je dis, hein, pas validée. S'il advenait qu'elle soit totalement invalidée. J'ai dit invalidée, s'il advenait, je dis bien s'il advenait, quel sera votre avenir politique après donc, ces élections? J'avais eu une question la dernière fois d'un confrère qui me demandait si on me proposait un portefeuille par rapport à ça, est-ce que je vais le saisir ou pas? Pourquoi? Parce qu'on a vu d'autres se battre comme ça. Je lui ai dit, même à une heure de temps de la présidentielle, s'il y a quelque chose que je peux faire pour apporter le mieux-être pour ma population, je le ferai. Très bien. Par ma compétence. Très bien. Donc je ne vais pas me mettre dans une posture pour dire, voilà ceci, je ne l'ai pas, je ne ferai rien. Non, j'ai commencé depuis, je vais l'accélérer. Donc c'est maintenant à la jeunesse de voir si quand je vis au Benton, vous voyez en lui votre leader, jouez votre partition. Et voilà. On est pratiquement donc arrivé à la fin de ce programme et on vous dit en tout cas merci d'avoir accepté venir sur ce plateau. Ça a été un plaisir. Et pour conclure, je dis à nos leaders, à nos papas dans les institutions, je vous prie en tant que votre fils, votre jeunesse qui s'engage pour la construction d'un Togo uni, d'un Togo
qui prône l'unité nationale, revoyez un tout petit peu nos dossiers parce que nous sommes dans la légalité, mais nous utilisons la voie tracée, la voie la plus respectée vers vous pour que vous puissiez revoir ce qui n'a pas été vu, afin que vous validiez la candidature de la jeunesse congolaise. Très bien. La candidature de la nouvelle vision et celle de produire au même temps. La candidature honte. Très bien. Voilà, merci beaucoup à vous, docteur Aubinton, d'avoir accepté de venir partager ce moment avec nous sur la première. Ça a été un plaisir. Merci à vous, Jacques, Chimène et Kevin. Merci à la régie et merci aussi à tous les téléspectateurs. Le rendez-vous, c'est bien demain à 16h sur la première. On vous embrasse.